Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez tous? Vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat. Ouais. On reçoit des Tous. retours, des pouces en l'air, des parfaits. Donc apparemment ça D'accord, marche. ok. Merci d'avoir répondu. D'accord, super. On va attendre quelques minutes parce qu'on a eu quand même pas mal d'inscrits, hein. Et puis on va démarrer comme ça, on va pas entamer sur un temps de parole, hein, pour les échanges à la fin ou en cours. Euh, donc je suis Philippe Baron, je suis comment dire, le fondateur d'ADN, voilà. Et donc, je vais laisser la parole aujourd'hui à Gaël et Quentin qui vont se présenter. Merci de nous avoir rejoints sur ce sujet des cas d'usage en IA dans l'industrie pharmaceutique, les enjeux opérationnels et évidemment les enjeux réglementaires. Il y a effectivement beaucoup d'IA dans l'industrie pharmaceutique, mais très en amont, hein, sur la partie recherche. Ça arrivé un peu plus maintenant là, dans la partie essai clinique, hein, depuis quelques temps, mais c'est un peu plus timide sur les autres parties. Donc, on va essayer de voir un certain nombre de cas d'usage, les enjeux opérationnels, hein, et puis évidemment aussi les enjeux réglementaires. Voilà, et ben, je vous laisse vous présenter, Gaël et Quentin. Allez, on démarre. Eh bien bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. En plus, on est nombreux, donc ça fait plaisir. Ça veut dire que c'est un sujet qui vous intéresse et on espère que le contenu de ce webinaire et les échanges qui vont, qui va y avoir seront d'autant plus intéressants. Donc, je me présente, moi je m'appelle Gaël Caron. Je suis le responsable du pôle agilité d'ADN et je vais être un de vos interlocuteurs présentateurs pour cette réunion. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un jeune ingénieur, Quentin, qui va se présenter aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Coulombeau, je suis ingénieur IA et data aussi en parallèle chez ADN. Et donc on va vous parler aujourd'hui de différents cas d'usage de l'IA dans l'industrie pharmaceutique avec Gaël. Merci Quentin. Donc voilà, donc on se passera la parole au fur et à mesure. Merci de nous dire bonjour, c'est gentil. On se passera la parole au fur et à mesure de ce webinaire et puis on va démarrer tout de suite. Donc l'idée de ce webinaire, donc on l'a intitulé cas d'usage d'IA dans l'industrie pharmaceutique, des enjeux opérationnels et réglementaires. Donc, l'idée, c'est d'essayer de discuter ensemble d'applications concrètes, en fait, hein, de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce qui est applicable? Qu'est-ce qui est aussi encadré d'un point de vue réglementaire dans cette industrie pharmaceutique? Donc l'idée, c'est que voilà, le fil conducteur de ce webinaire, ça va être d'essayer voilà, de comprendre ensemble, de cadrer les discussions aussi qu'on peut avoir autour de l'IA, parce que c'est compliqué, c'est pas toujours très clair. Il y a aussi un effet de buzz, hein. On sait que là, l'IA, c'est quand même un gros sujet de buzz en ce moment. Donc voilà, on va essayer de cadrer tout ça pour voir comment on peut agir, vous de votre côté, et puis nous dans l'accompagnement qu'on fait de nos clients. Donc, ADN, pourquoi on vous parle de ce sujet? C'est aussi parce qu'avant tout, on a de plus en plus, nous, une double compétence, hein, à la fois réglementaire et technique. ADN étant très bien positionné initialement, historiquement, sur l'aspect réglementaire, VSI, etc. Et de plus en plus, on voit que ces nouveaux sujets demandent aussi un niveau de compréhension technique qu'il faut associer, merger avec le réglementaire pour avoir un discours qui soit construit, crédible et adapté aux besoins. Donc voilà, je te propose de passer à la slide suivante qui va être un petit peu voilà, le programme de ce webinaire, les enjeux. Donc en trois parties, essayer de voir l'état des lieux, en fait, hein, l'existant, le concret, essayer de parler rapidement, même si c'est pas notre spécialité à Quentin et à nous, et à moi, pardon,
la partie réglementaire, en tout cas ce qu'on en comprend et comment nous, d'un point de vue technique, on essaye de s'insérer dans cette partie réglementaire. À savoir que chez ADN, on a des spécialistes des enjeux réglementaires qui, en plus, je crois, participent aussi à ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'ils pourront aussi répondre à certaines questions ou autres. Et puis voilà, essayer de vous présenter comment nous, on pense qu'il est la bonne manière de vous accompagner sur ces sujets-là. Alors, on va se lancer dans le dur. Tu peux passer à la slide 3, s'il te plaît, Quentin? Hop Je suis à la là. 4. Voilà. Ouais, je sais pas, j'ai perdu un tout petit peu le réseau. Euh, tu peux repasser sur la slide 3, s'il te plaît? Je sais pas si c'est de ton côté, je crois que la caméra est un petit peu mauvaise. C'est peut-être votre réseau qui a un peu du mal. Si vous ne voyez plus la présentation, merci de le dire dans les commentaires. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va essayer de se concentrer sur des cas d'usage réels où l'intelligence artificielle apporte de la valeur dans les process et on va essayer de voir ça de façon assez large euh, avec une première matrice en fait qu'on a une matrice un peu des cas d'usage réels, donc qui est la slide d'après, où on va essayer de voir un petit peu où on peut faire intervenir de l'IA dans les processus JXP. Alors, donc le premier élément important, hein, c'est vraiment de se dire que on ne parle pas d'IA en général. L'IA, c'est une branche de l'ingénierie, c'était une branche, ça peut être vu aussi comme une branche des mathématiques. Et maintenant, on voit que c'est quelque chose qui arrive dans le quotidien de chacun d'entre nous, à la fois personnellement, à la fois professionnellement. Mais c'est quand même assez difficile de parler d'IA en général parce que leurs natures ne sont pas les mêmes. Il y a plein de façons d'utiliser l'IA et elle pose à la fois des questions, des problématiques et des réponses aussi, dans le sens où elles apportent de la valeur de façon différente. Donc pour l'instant, sur ce premier slide-là, je répète encore une fois, on ne parle pas de l'IA au sens d'un chat GPT, on parle de l'IA au sens de cette technologie nouvelle et ce qu'elle nous apporte. Donc par exemple, si on prend euh, les JMP, par exemple, donc côté manufacturing, où est-ce qu'on pourrait faire, où est-ce que déjà hein, l'IA intervient? Bah, elle peut intervenir sur la partie cohérence des documents quand on regarde un ensemble de documents pour valider si un lot est OK. Donc ça, c'est en gros une IA qui théoriquement, serait en capacité d'aller croiser un certain nombre de données, de vérifier leur cohérence et de lever un drapeau rouge quand elle détecte quelque chose d'anormal. Ça ressemble un peu à des IA qui sont déjà très utilisées, par exemple, dans le monde bancaire, où on fait de la détection de fraude. Là, on ne cherche pas de la fraude, on peut chercher une incohérence ou quelque chose qui a été mal calibré ou deux données qui ne sont pas censées se trouver là au même moment. Du point de vue plutôt du contrôle, donc si on se remet un peu sur les chaînes de production, on peut avoir des IA qui vont faire de la détection de défauts, par exemple. Par exemple, les mireuses, dont on parlera un petit peu plus tard. On peut aussi utiliser des IA dans une approche un petit peu plus, on va dire, statistique pour essayer de classifier des déviations, des OS, des out of specification, ou de l'ACAPA. Donc, par exemple, là, l'idée, ça va être d'essayer de euh, euh, merger ou de mettre ensemble des données de process, des données peut-être en amont de process, et d'essayer de détecter quels sont les patterns qui nous amènent à des produits ou des éléments de notre fabrication, notre manufacturing, qui sont hors de spec. Ça, ce sera plutôt des IA qui sont en capacité de trouver des corrélations entre des données. D'accord? Donc, on peut venir, on va dire, décliner ces utilisations
dans d'autres aspects. Donc, si par exemple, je prends par exemple côté pharmacovigilance, par exemple, on peut dire que par exemple, les IA peuvent venir nous aider à encoder des événements, faire de la détection de signaux faibles en pharmacovigilance. Donc, la détection de signal faible, on en fait déjà depuis longtemps, mais on peut peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin en ajoutant des IA. Et puis, un point qui nous paraît, alors je ne vais pas tout passer, parce qu'on ira dans le détail un petit peu plus tard sur certains cas d'usage. Et puis, d'un point de vue un petit peu plus transverse, donc qui est un sujet que nous connaissons bien et auquel nous sommes confrontés régulièrement, on peut commencer à avoir des IA qui regardent, par exemple, des audit trails. Donc, essayer de faire de la détection d'événements, on va dire, indésirables, ou en tout cas d'événements trop singuliers pour qu'on les laisse passer comme ça dans des audit trails. Donc ça ressemble un petit peu encore à ce que je disais tout à l'heure sur la détection de fraude. On peut commencer à essayer d'avoir des IA qui nous aident d'un point de vue de la gestion de la qualité. Donc par exemple, regarder de la cohérence entre des procédures et quelque chose qui a été appliqué, ou une procédure et un audit trail. Essayer d'avoir une amélioration sémantique de nos indicateurs qualité, par exemple. Donc tout ça, ce sont plein de façons d'utiliser l'IA qu'on a un petit peu classé là en fonction des différents GXP pour essayer de montrer que probablement enfin probablement, en tout cas ça peut s'appliquer à plein de process différents, et surtout que la nature des IA qu'on utilisera dans chacun de ces process est complètement différente, hein. On ne parle pas là de LLM, etc. On parle de classifieurs, on parle de détecteurs d'événements plus ou moins indésirables, on parle de vérification de cohérence et autres. Et donc là, pour aller un petit peu plus dans le détail de certaines utilisations, je vais laisser la parole à Quentin et on va détailler Alors, quelques juste une autres petite sujets. chose, hein. Là, les exemples qui ont été mis, ça n'est pas exhaustif, hein. Il y a encore plein d'autres cas d'usage, hein. Si vous assistez à des conférences à droite et à gauche, vous allez découvrir à chaque conférence en fait un nouveau cas d'usage, avec des cas d'usage parfois très surprenants, hein. Moi, j'ai vu des gens qui j'ai généré de la documentation marketing multilangue, par exemple, voilà, hein, en pharma. Donc, il y a un peu de tout. Cette fois, Quentin. Merci. Donc, on va vous présenter différents cas d'usage, donc comme a dit Philippe, non exhaustif. Donc, un premier dont on peut parler, c'est par exemple de la vision industrielle et de l'inspection qualité, donc sur une chaîne de production de médicaments, de flacons ou d'ampoules. Euh, donc là, on peut avoir une IA de vision par ordinateur qui vérifie la conformité et la qualité des flacons ou des ampoules, etc. Et qui va venir détecter les défauts, s'il y a des solutions troubles ou justement qui ont qui peuvent être mal classifiés ou classifiés comme étant avec des défauts. Voilà. Donc évidemment, le gain sur ce genre de solution, c'est qu'on va réduire drastiquement les faux négatifs. On va pouvoir avoir une inspection 24 heures sur 24, comme on peut avoir dans une chaîne de production ici. Et évidemment, on va aussi réduire les coûts des contrôles qui seraient faits habituellement par des humains. Le point d'attention justement sur ce genre de solution, c'est évidemment que il y a ici un impact produit-patient très élevé et que donc il faut maîtriser les risques, donc c'est-à-dire bien valider le système en amont de le mettre en production et avoir une revue humaine à la fin de l'analyse faite par l'IA, donc histoire de toujours avoir un human in the loop pour avoir un œil et un regard critique sur la classification réalisée. On estime qu'en général, sur ce genre de cas d'usage-là, on peut avoir un ROI estimé entre plus 150 et plus 400% sur 5 ans. Voilà.
Donc, je vais vous parler par exemple d'un autre sujet qui va être l'optimisation de procédés, par exemple. Donc, ici, l'idée, hein, c'est plutôt d'avoir des IA qui sont en capacité d'anticiper, plutôt d'anticiper des dérives plutôt que de les subir. Donc, là, on s'imagine par exemple un procédé, pardon, de, de culture cellulaire, par exemple. On sait qu'on voit des initiatives parmi certains de nos clients où ils ont des IA qui, en temps réel ou en quasi-temps réel, vont être capables d'estimer à partir de mesures et de données si un processus, par exemple, de culture cellulaire est en train de dériver dans quelque chose qui va être, on va dire, conforme ou en tout cas acceptable pour notre processus de fabrication ou non. Alors, ça, c'est des sujets qui sont très intéressants parce que ça commence à être des IA qui mélangent à la fois des données, donc vos données de fabrication, des données d'attendu d'un point de vue de la qualité, et aussi des données qui sont des paramètres physiques. Et là, on voit que les IA, elles peuvent nous aider à commencer à établir ces corrélations qui sont complexes, anticiper des dynamiques pour éviter et avoir en fait des modèles qui sont prédictifs pour éviter d'avoir par exemple une culture cellulaire qu'on garde trop longtemps et dont en fait on était en capacité, l'IA était en capacité probablement, de repérer en avance de phase que ça allait mal se terminer. Voilà, donc ça c'est des éléments très importants qui sont assez complexes à mettre en place, mais qui ont une valeur d'un point de vue de leur retour sur investissement qui est très très important parce qu'on parle de manufacturing. Là, dans ces cas-là, évidemment, notre point d'attention, ça va être vraiment la gouvernance des données. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir besoin de données de très bonne qualité pour établir ces corrélations. On va avoir besoin d'avoir des modèles qui s'améliorent au fil du temps aussi, donc de tracer les versions de modèles, d'expliquer bien l'attendu des modèles et de la manière dont on les utilise ou pas. Comme troisième cas d'usage, on peut prendre par exemple de la classification et du tri de déviation. Donc, un problème rencontré, c'est qu'il y a des centaines de déviations de kappa et d'événements qualité à traiter chaque année, et que donc cette tâche peut être chronophage et laborieuse. Donc, ce que va venir offrir une IA spécialisée justement pour ce genre de problème, c'est une catégorisation automatique des déviations en suivant des scorings de criticité, etc., pour aider à la rédaction de kappa. Donc, ce que ça nous procure donc, comme gain, on va avoir une réduction des délais de traitement, étant donné que c'est réalisé automatiquement par l'IA, une homogénéisation des classifications et la libération du temps pour les experts QA qui peuvent justement se concentrer uniquement sur les cas les plus complexes. Et donc, les cas les plus simples sont directement classifiés par le modèle IA. Le point d'attention ici GXP est évidemment l'effet de guidage, qui est que, étant donné que l'IA va venir faire une première classification, un premier pré-traitement, ça va venir influencer indirectement le regard de l'utilisateur humain qui va venir derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut bien former les personnes qui viennent derrière la classification de l'IA et leur expliquer justement la responsabilité qu'ils ont et la manière de voir les choses. Voilà. Et leur Ensuite, expliquer en fait oui, que le système de classification, les risques qu'il y a, parce qu'il y en a, et pas rentrer dans ce mode de guidage de manière aveugle. c'est ça. Avoir un regard critique sur justement le travail de l'IA. Un cas d'usage ensuite, ça peut être du coup de l'extraction et de l'exploitation de données LIM. Donc, le problème que les laboratoires ont, c'est qu'ils génèrent énormément euh, des volumes massifs de données qui sont non structurés, donc que ce soit des rapports PDF, des résultats d'analyse, des certificats de conformité, etc. Et donc, l'extraction manuelle de ces données dans ces documents-là peut être chronophage et laborieuse, une fois de plus. Et donc, ce que va faire l'IA, c'est que elle va venir récupérer toutes ces données-là et les structurer en une base de données
fiable et interconnecté. Et en réalisant justement des recherches sémantiques à l'intérieur de tous ces documents-là. Il y a Donc, aussi il faut savoir que un c'est autre une cas d'usage. Il y a un autre, pardon, il y a un autre cas d'usage par rapport au LIMS hein, qu'on voit émerger aujourd'hui. C'est que sur la base du début des analyses, le système va prédire s'il va être possible de libérer le lot ou pas. Voilà. Et donc là, le gain, il est encore plus fort puisqu'en fait, ça permet d'avoir un gain, je dirais, je dirais sur le lot et certains lots qui sont quand même relativement chers à produire. Et donc, ça permet éventuellement d'anticiper et de corriger et pas attendre que, je dirais, d'avoir le problème et de devoir, je dirais, investiguer encore plus sur le lot. Hein. Donc ça, sur la prédiction de la libération de l'eau, ça, c'est des choses qu'on voit apparaître également. Très bien. euh, voilà, donc là, le point d'attention GXP, c'est d'avoir des performances mesurables et mesurées justement en fonction de critères d'évaluation et de toujours, comme pour les autres solutions précédentes, toujours avoir un œil critique dessus, un regard humain euh, en sortie de chaîne. Alors, il nous reste encore deux cas à vous présenter. Donc ici, c'est plutôt un cas d'un copilote, mais un copilote pas au sens du copilote sur un ordinateur, mais plutôt un copilote opérateur. Donc là, c'est des cas qui sont un petit peu plus récents, qu'on voit moins déployés. Mais l'idée, c'est de se dire que l'IA peut aussi nous aider à venir réduire des erreurs humaines dans des process complexes qui peuvent être aussi des process dans le manufacturing, par exemple. Donc l'idée, ça va être de venir avoir une sorte de copilote qui nous guide en temps réel ou qui guide un opérateur en temps réel qui se base sur l'expérience, alors des standards, hein, des protocoles par exemple, pour réaliser une toute ou partie d'un procédé, des données historiques sur la façon dont ces procédés sont réalisés et d'essayer d'avoir un guidage temps réel. C'était important pour nous de vous présenter ce cas-là parce que euh, c'est pour arrêter aussi de penser que l'IA, ce n'est que quelque chose qui se passe sur un ordinateur, sur notre poste ou sur Internet avec du chat GPT. L'IA, ça peut être aussi des systèmes qui sont relativement simples, qui tournent sur des petits systèmes en temps réel, qui ne sont pas forcément des ordinateurs, qui ne sont pas forcément des choses où on pose des questions, où on pilote. Ça peut être bah voilà, un petit boîtier qui mesure un process, re- euh, établit une différence entre un protocole ou un attendu et ce qui est en train d'être réalisé par un opérateur ou par un procédé. Donc ça par exemple, ça s'appelle souvent le Edge AI, ils appellent ça. Donc l'IA sur le bord, quoi, donc au bord de notre système, proche en fait. Donc ça, c'est forcément des outils qui sont peut-être un petit peu plus nouveaux, mais sur des procédés complexes où les taux d'erreur sont importants, on peut avoir des retours sur investissement qui sont très importants. Et donc ça, forcément, encore une fois, hein, ce sont des IA qui ne sont pas forcément génériques, ce sont des IA qui sont adaptées, développées, vérifiées, mises en production pour un procédé spécifique qui n'appartient qu'à vous. Voilà. Et le dernier cas qu'on voulait pardon, vous présenter, c'est un cas qu'on a croisé plusieurs fois dans les discussions qu'on peut avoir avec nos clients. C'est l'aide au codage des cas en pharmacovigilance. Donc là l'idée, en fait, c'est d'automatiser une partie du processus d'extraction de données des ICSR pour les coder dans le langage ou le dictionnaire MEDRA. Donc ça, on sait que c'est quelque chose d'assez fastidieux, on sait que c'est assez répétitif, et ce qu'on sait, c'est que les, les données de sortie, donc une fois qu'on a traité dans le MEDRA, enfin pardon, on a codé dans le MEDRA
c'est structuré, mais la donnée d'entrée, souvent, qui est un cas écrit par un médecin ou qui est remonté par, je ne sais pas, un hôpital, je ne suis pas spécialiste de la pharmacovigilance, comme vous le comprenez bien, ceux-là, ce sont des données non structurées. Et là, on voit que un des gros apports récents de l'IA, c'est justement la capacité à avoir une compréhension sémantique des choses pour les restructurer en des données, enfin pour remettre des données non structurées en données structurées. Donc ça, c'est vraiment un apport récent, hein. C'est un peu le buzz de l'IA s'est fait là-dessus, hein, sur les chats GPT, Claude, etc., qu'on appelle les LLM, les grands modèles de langage, où là, on voit qu'on a amené autre chose dans les capacités de l'IA, et cette autre chose, si on devait le caractériser de façon simple, c'est la capacité à comprendre sémantiquement les choses. Donc, c'est plus de l'analyse, on va dire, statistique au sens large, comme tous les cas, comme une bonne partie des cas qu'on a vus avant, hein, des corrélations entre des données, de la prédiction, etc. Là, c'est vraiment utiliser les capacités de compréhension sémantique. Donc, on voit bien, hein, quand on discute avec un chat GPT, que sa compréhension sémantique est forte. C'est pas dire qu'il répond tout le temps juste, mais on voit bien qu'il comprend ce qu'on lui demande. Et, et utiliser cette compréhension, cette nouvelle capacité-là de compréhension sémantique, dans certains process, ça peut être extrêmement avantageux. En voilà un, l'automatisation du codage de cas de pharmacovigilance avec le dictionnaire MEDRA. Donc bien sûr, on garde bien. Bon, après, on a déjà répété ça plein de fois, hein, mais évidemment qu'on a des points d'attention, évidemment qu'il y a toujours un human in the loop, évidemment qu'il faut aussi faire attention parce que même si l'IA propose, on peut toujours penser que quelque part elle influence aussi un opérateur, bien sûr, mais tout ça, ça se mesure, ça se contrôle, et c'est ce qu'on va voir, et c'est ce qu'on va voir après. Voilà. Donc là, nous, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait vous montrer en termes de cas d'usage, ce qu'on a pu repérer. Si vous voulez en, en proposer ou nous en dire un peu plus sur vous, les cas que vous connaissez ou ceux qui sont en cours de mise en place dans votre entreprise, vous pouvez utiliser le chatter, et si vous le voulez, on peut même vous donner la parole parce que ça nous intéresse aussi, nous, de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans le réel chez nos différents clients. Je vous invite à le faire si vous avez des cas à partager, ça nous intéresse beaucoup. Voilà. Et pendant ce temps, on va continuer la présentation. Donc là, c'est globalement, on va vous demander où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc, soit vous êtes si vous êtes intéressé justement par euh, vous lancer dans l'IA avec votre entreprise. Donc, soit vous êtes déjà en phase de POC, donc vous avez déjà commencé à lancer un projet IA, donc soit IA, soit un système qui intègre de l'IA, et vos résultats sont prometteurs, mais vous avez besoin de respecter certaines normes, certains documents réglementaires, justement, sur le domaine pharmaceutique, donc en GXP. Donc là, la vraie question qu'on se pose, c'est comment encadrer ce qui fonctionne déjà actuellement pour vous, pour que ce soit déployable et conforme à la réglementation. Le deuxième, la deuxième situation possible, c'est si vous n'avez pour l'instant encore rien lancé, mais que l'IA est sur votre feuille de route, donc ça vous intéresse de vous lancer sur ce sujet-là, de lancer une IA pour votre entreprise ou pour des clients, prestataires, etc. Euh, mais que là, vous manquez de visibilité justement sur les cas d'usage, sur le ROI, les risques, etc. Et donc, vous avez besoin d'aide sur ce sujet-là, et que vous avez besoin que on vous aide justement par où commencer, et qu'on vous explique aussi la réglementation justement par rapport à l'IA dans le domaine pharmaceutique. Justement, le cadre réglementaire, on va vous présenter donc ce qu'il faut en comprendre et retenir. Donc, il existe le cadre réglementaire et c'est une bonne nouvelle, évidemment. On fait ici un point sur ce que c'est que valider une IA. Donc, en fait, on ne valide pas une IA
individuellement, mais ce qu'on fait, c'est qu'on valide un système complet qui intègre l'IA et d'autres choses. Donc, on va venir valider l'outil IA, donc le modèle, l'algorithme, voilà, qui est réalisé. Mais ce qu'on valide dans le système, c'est également les utilisateurs. Donc, on va venir former les gens, leur donner les compétences, les clés pour savoir comment utiliser l'IA, les biais qui peuvent en découler et avoir justement ce fameux regard critique. Euh, on va venir valider aussi les procédures, donc les SOP, les instructions d'utilisation, les limites d'usage définies. Donc ça revient un petit peu avec former les utilisateurs. Et voilà, c'est comment est-ce qu'on utilise l'IA. On va valider également le suivi dans le temps, donc monitorer les performances avec des indicateurs de performance clés et gérer les changements tout au long du cycle de vie d'une IA, donc justement qui est le 5e point. Donc euh, on valide que ce soit le cycle de vie du modèle en lui-même, mais également le cycle de vie du système informatisé dans son ensemble. Voilà, donc si une IA est vouée à être mise à jour, bien ou modifiée ou remplacée, on va venir valider ça également. Donc, comment est-ce que on valide tout ça? Eh bien, il y a des textes de référence justement pour tout ce qui est réglementaire. Attends, Quentin, désolé, j'aurais voulu, Oui, je t'embête un peu, je te déstabilise là pour te tester. Pour revenir au slide d'avant, je voudrais rajouter un petit élément. Voilà. Juste sur les procédures, pouvez-vous dire comme ça, bah ouais, mais enfin bon, ça c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à la validation des systèmes informatisés classiques? Il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, et ça je pense que vous le savez déjà, voilà, c'est la gestion des données. Donc il y a une des procédures, enfin c'est notamment la gouvernance des données, hein, puisqu'en fait ça fait partie de ce focus en fait sur la donnée, c'est quand même un élément clé. Donc voilà, ça c'est vraiment un élément différenciant par rapport à la validation d'un système informatisé, je dirais classique, LIMS, ERP, je sais pas, HPLC, etc., etc. Voilà, hein. C'est vraiment on valide l'algorithme, mais on valide aussi les données entre guillemets, hein, si je caricature un petit peu. Voilà, je te laisse avancer. les textes et les documents de référence justement pour le cadre réglementaire de l'IA en environnement GXP. Donc, on en a retenu 4 ici. Donc, premièrement, on a le document de l'EMA qui est l'annexe 22, donc qui est actuellement un draft. Donc, qui est un document qui est dédié au système d'IA pour définir les exigences de validation, tout ce qui est surveillance continue et la gestion des changements dans des modèles IA. Ensuite, on va avoir aussi le guide ISPE, donc sur l'intelligence artificielle précisément, qui est un document technique de l'ISPE et qui va venir couvrir le cycle de vie du modèle, la qualification du modèle et son intégration, justement dans les systèmes GXP qui existent déjà. Ensuite, on a le guide de la 3P, donc qui s'intitule IA en environnement GXP. Donc la 3P qui est l'association des professionnels de la pharmacie en France. Et donc, ce document est là pour tout ce qui est mise en œuvre des exigences et des exigences du coup réglementaires de l'IA dans le contexte pharmaceutique français et européen. Et enfin, on a un document qui reprend les 10 principes de l'IA en dans les GXP, dans le milieu pharmaceutique, donc rédigé par l'EMA et la FDA aux États-Unis, et donc qui traite de l'utilisation responsable de l'IA dans son développement et la fabrication de médicaments. Donc tout ce qui est transparence, robustesse, etc. Et donc ce que l'on fait pour valider une IA, c'est venir s'appuyer sur ces documents-là, qui sont documents réglementaires rédigés par des grandes organisations. Ensuite, il y a un terme qu'il faut bien définir, c'est le terme de validation. Valider, ça veut pas dire empêcher à 100% tous les risques. Ça veut dire qu'on va venir maîtriser les risques. Donc, valider, c'est pas une contrainte administrative, c'est une démonstration documentée, voilà, et maîtrisée, jugée acceptable pour l'usage prévu. Donc,
Et d'ailleurs, ce principe ne s'applique pas uniquement à des solutions IA, mais à tout ce qui est système informatisé. Voilà. Ce que ça change avec l'IA, c'est juste que on va venir traiter des sujets supplémentaires. Donc, comme la variabilité des sorties, la dérive des modèles, donc pour certains modèles qui peuvent avoir des dérives, l'explicabilité et évidemment, comme du coup l'a dit Philippe juste avant, tout ce qui est valider les données, la dépendance aux données, donc les données d'entraînement, de validation, etc. Et Donc, je te coupe juste une seconde, Quentin. Je rebondis sur une question mhm. qui a été posée par Hervé Ok. dans le chatter. Il dit, bon voilà, valider les données aussi valables pour les systèmes GXP classiques. Pourquoi on- on reparle de ça spécifiquement pour les IA? Bah, une des raisons, c'est que quelque part, les capacités la capacité d'une IA à répondre aux questions que vous lui posez, parce que quelque part, c'est toujours ça, c'est un système auquel vous posez une question, quelle que soit sa nature, elle dépend extrêmement fortement de ces données qu'on appelle ces données d'apprentissage. Et donc, et donc, c'est pour ça que on voit que dans l'ensemble des textes réglementaires, il y a, il y a un point d'attention très fort qui est sur la gouvernance des données, à la fois pour les phases d'apprentissage, les phases de test et les phases de mise en production. Donc, l'IA, en gros, hein, elle est d'autant meilleure que les données sont bonnes. Et il y a un peu plus de questions à se poser que sur les systèmes classiques, et notamment ce qu'on appelle les espaces d'apprentissage, c'est-à-dire quel est l'espace que couvrent les données d'apprentissage. Finalement, ça veut dire où votre IA a appris dans l'ensemble des données qu'elle peut rencontrer et est-ce qu'elle répond ou est-ce que l'espace dans lequel elle a appris est suffisamment large pour répondre à pour répondre, on va dire, sereinement, entre guillemets, à l'ensemble des questions qui lui seront posées lors de sa mise en production. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important. Donc c'est pour ça qu'il y a une attention particulière à la qualité de données. Est-ce qu'elles sont représentatives de l'ensemble, on va dire, du spectre qu'elle aura rencontré pendant sa phase de mise en production? Est-ce que ces données ne sont pas biaisées? Est-ce qu'elles sont bien définies, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de choses, mais c'est normal, entre guillemets, de par la nature même de ces systèmes, qu'il y ait une attention forte portée aux données, à la fois bah, pour les gens qui montent hein, les modèles d'IA, hein, les gens comme Quentin, et même d'un point de vue réglementaire, on voit bien que l'insistance est forte. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Xavier, et je te laisse continuer, Quentin. Sur cette slide-là, donc la validation d'une IA ou d'un système intégrant de l'IA, ça revient à identifier les risques, voilà, de maîtriser donc, par des garde-fous, voilà, ou des contrôles humains, et enfin de démontrer. Donc pour avoir un résultat conforme, donc il y a des tests, des métriques de validation que on fixe avant même de passer à la mise en place du modèle, et donc on vérifie. Voilà. Et de documenter tout ça. Donc là, on va vous parler ensuite de trois objections réelles et nos réponses vis-à-vis de pourquoi valider une IA, en particulier dans le domaine euh, GXP, les pharmaceutiques. Donc, la première objection, c'est qu'une IA ne se valide pas, surtout un LLM, car ce n'est pas reproductible. Alors, donc déjà, il y a la question de qu'est-ce qu'on entend par validation. Comme j'ai dit précédemment, valider, c'est démontrer que que les risques sont maîtrisés. Ça veut pas dire que le risque n'existe absolument pas. Ensuite, on a la partie de IA et LLM. Un LLM est une IA, mais une IA n'est pas un LLM. Ça va pas dans les deux sens. Et la majorité des cas d'usage GXP, à fort ROI, reposent sur des modèles déterministes ou des sorties contraintes. Il ne faut pas confondre, comme l'a dit Gaël aussi tout à l'heure, ChatGPT et l'IA en général. Voilà, c'est deux choses distinctes. Ensuite, du coup, pour tout ce qui est validation même d'un LLM, euh, ce qu'on peut faire, c'est encadrer quand même pour un LLM, euh, la sortie. Donc, le format de sortie, on peut demander pour un LLM de donner sa réponse en suivant un certain format,
donc qu'on lui donne. Donc ça va venir ici drastiquement réduire le champ des possibles de réponses qu'un modèle LLM peut nous donner. On peut valider, évidemment, on peut encadrer la base de connaissances. Donc la base de données, du coup, on va revenir là-dessus, on en parlait juste avant. Tout ce qui est score de confiance, métrique de validation, etc. Et la révision humaine systématique, évidemment, parce qu'un LLM ne va pas donner constamment toujours la même réponse. Voilà. Et on a d'autres critères aussi, comme le RAG, la limite d'usage, etc. Et ce qu'on fait, c'est que on ne valide pas le système individuellement, juste un LLM comme ça, on le valide avec un contexte. Voilà. Donc, c'est-à-dire les garde-fous plus la revue humaine qu'il y a derrière, les procédures, les données, le monitoring, etc. Un deuxième point d'objection est, par exemple, je n'ai pas besoin de valider mon IA, il y a toujours un humain qui vérifie derrière. Donc là, on en a parlé un petit peu depuis le début de ce webinaire de ce cas d'usage-là, où en fait, une IA va venir quand même influencer, qu'on veuille ou non, la décision humaine. Donc, par exemple, sur de la classification de données, il est important de toujours avoir un humain derrière qui va venir vérifier que les données soient bien classifiées, etc. Mais ce travail-là doit être fait en connaissant justement les différents biais que l'IA peut avoir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut. Donc, pourquoi c'est important de valider l'IA, même s'il y a un humain quand même derrière, c'est que euh, on vient valider le duo humain-système, donc humain-IA. On vient définir et expliquer les procédures d'utilisation de l'IA en particulier, les seuils d'alerte, habiliter ces personnes-là, indiquer le format spécifique de l'outil, les formats. Euh, oui, Philippe. Non, je voulais juste compléter ce que tu disais et qui me paraît très juste, hein. Euh, c'est que en fait, la démarche de validation des modèles, elle va permettre aux gens qui vont s'appuyer sur cette utilisation je dirais, de l'IA, de comprendre et de mieux maîtriser. Alors, il y a des gens qui parlent un petit peu d'explicabilité, là, hein, on est un peu là-dedans. En fait, de comprendre un peu mieux quelles sont les limites et quels sont les avantages et les bénéfices, d'accord, de l'utilisation de l'IA. Et donc, quelque part, ça va permettre aussi à des gens, on parlait là de revue annuelle de produits, voilà, ben, de se sentir, je dirais, plus à l'aise dans, lors d'une inspection sur le fait d'utiliser l'IA ou pas. Voilà. Donc c'est ça la démarche de, le bénéfice de la démarche de validation. C'est pour ça qu'il faut cet argument qu'on entend de temps en temps là. En fait, il n'a pas vraiment beaucoup de sens, quoi. Hein, voilà. Je crois qu'après qu'on a d'autres Oui, on questions. a Alors, je ne plein de sais pas si c'est le petites moment questions. c'est le moment d'en parler. On a plein de Mm. petites questions. Bon, Alors, après, on a des il y gens a sympas qui nous aident, qui répondent en temps réel aussi, donc ça c'est sympa. Eh, ouais, il y a une question sur les scorings de confiance. Est-ce qu'il existe de la bibliographie? Euh, alors, oui, il y a de la bibliographie. Le plus important, je pense, quand on définit des scorings de confiance, encore une fois, c'est que le principe de base, ça va être de savoir quelle est l'intention d'utilisation. L'intention d'utilisation de notre système, là, qui va être une IA, va nous définir quel type de métrique on va utiliser pour vérifier et valider notre IA en l'occurrence. Parce que par exemple, il y a des cas où on ne veut pas forcément avoir une précision maximale. En fait, ça revient aussi à ce qu'on fait dans certains essais cliniques ou dans des analyses statistiques en général. Il y a des fois où on veut que notre système soit le plus précis possible, c'est-à-dire qu'il se trompe le moins de fois possible. Mais il y a des fois où on veut surtout qu'il ne rate pas un faux positif, par exemple.
Et donc tous ces scorings-là, ils sont bien définis, hein. Vous avez le scoring de précision, les recalls, etc. Ils ne peuvent avoir de sens que face à une intention d'utilisation. Donc ça, c'est un des travaux qu'on fait, hein, avec Quentin, c'est de comprendre avant tout l'usage que l'on va vouloir faire de ces IA pour définir quelles vont être les bonnes métriques et pour les appliquer. Elles ne sont pas toutes bonnes, elles n'ont pas toutes du sens, mais ça ne dépend que d'un contexte, d'une utilisation. Est-ce qu'il y a, ce dont on a beaucoup parlé, Human in the Loop, est-ce qu'il y a un humain derrière à un certain moment, quand est-ce qu'il apparaît, etc. Quel type de retour fait l'IA aussi? Est-ce qu'elle fait que du scoring? Est-ce qu'elle lève des drapeaux? Est-ce qu'elle propose des choses? On ne peut pas dire que les métriques seront applicables de façon générale. D'autre part, dans la question, il y a la question des shapes et des lines, ou je sais pas comment on dit, line ou lim. Donc ça, ce sont on va dire des outils qui essayent de donner une explicabilité à un système IA. On voit que dans les textes réglementaires, ils apparaissent comme des outils pour justement pour venir donner du corps à notre validation et montrer la maîtrise qu'on a. Donc ces outils, ils fonctionnent. Ils s'adaptent plus ou moins bien en fonction des types d'IA au sens de type de modèle qu'on utilise. Hein, parce que il y a par exemple des modèles type réseaux neuronaux qui sont des modèles extrêmement puissants, qui sont extrêmement performants, mais dont on sait que l'explicabilité est assez difficile à dégager. Mais il y a d'autres types de modèles, des classifieurs par exemple, bon, les termes techniques importent peu, qui sont beaucoup plus déterministes, beaucoup plus basés sur des arbres de décision par exemple. Et là, on sait que l'explicabilité avec ces méthodes, elle est beaucoup plus facile à déterminer et beaucoup plus facile à exprimer sémantiquement pour un humain. Donc ça dépendra aussi du type de système qu'on va choisir, du modèle qu'on va mettre en place, etc. Et ça peut être même dans un assessment initial de notre IA ou oui, de notre IA, un des critères qui va dire que on n'ira pas utiliser ce type de technologie, mais plutôt celle-là parce qu'on veut un niveau d'explicabilité qui soit élevé, etc., etc. Et puis bon, il y a des questions sur le RAG. L'explication est parfaite. RAG, c'est euh, l'idée de bâtir à partir de ses propres données une base de données sémantique sur laquelle votre IA, donc là pour le coup souvent des modèles de langage, va s'appuyer pour construire ses réponses. Donc elle s'appuie à la fois sur les données qu'elle connaît, on va dire parce qu'on lui a appris de façon générale, par exemple le chat GPT, et à la fois sur votre base à vous. Et du coup, évidemment, quand vous faites ce système-là, forcément, ça donne plus de poids à vos propres documents, à vos procédures, à vos analyses, à vos données dans cette balance-là. Et du coup, ça fait que les réponses vont être plus adaptées et plus proches de votre contexte à vous. J'espère que c'est clair, mais la réponse était déjà parfaitement claire. Merci, Eti. Je te laisse continuer. Ouais. Mais du coup, non, c'était tout ce que j'avais à dire justement sur cette slide-là. Ok. Ouais. Accélérer un petit peu parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes. Alors, eh bien, on va y aller. Donc une des questions aussi, ça peut être, voilà, en inspection, je ne saurais pas expliquer l'IA. Bon, il faut pas s'inquiéter de ce type de situation. Il n'y a pas de raison de penser que les IA soient des systèmes inexplicables ou immaîtrisables, hein. C'est la démonstration qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Euh, de toute manière, quand on est en inspection, on ne connaît pas non plus, on connaissait pas non plus tous les systèmes, le détail de tous les systèmes qu'on a avant, hein, les ERP, les LIMS, les MES, tout ça, ce sont des systèmes qui sont extrêmement complexes, qui ont des dynamiques propres, qui ont été développés pendant des dizaines d'années. Donc, si on, s- si, vu qu'on sait les valider, puisqu'on les valide et qu'on les présente en inspection, il n'y a pas de raison de penser qu'on ne saura pas le faire quand il va s'agir d'IA.
Donc nous, ce qu'on essaye justement d'apporter ici, c'est cette espèce de complémentarité entre des besoins réglementaires, des besoins qualité et des besoins techniques pour rendre l'IA maîtrisée, ce qu'on a vu juste avant, et explicable lors d'une inspection. Donc on peut très bien se préparer de la même manière que ce qu'on se préparait avant, avec des points d'attention qui seront particuliers à l'IA, mais qui seront tout aussi compréhensibles que les systèmes précédents. Et il n'y a pas du coup, voilà, il n'y a pas de raison a priori d'avoir peur de ne pas pouvoir expliquer l'IA. Donc ça fait partie de ce que nous, on apporte dans les accompagnements qu'on fait. Je vous propose d'avancer pour terminer sur l'offre ADN et vous dire un petit peu comment on souhaite vous accompagner. Euh, on répondra aux dernières questions pour ceux qui resteront. Excusez-moi. Oui, pardon. Alors, bah voilà, hein, c'est ce que je disais juste avant. Qu'est-ce qui va nous différencier, nous? Euh, Bah, c'est l'approche technico-réglementaire hein, qui a toujours été, j'allais dire, dans l'ADN d'ADN. L'idée, hein, c'est on est parti historiquement plutôt sur des accompagnements qui sont autour de la VSI, de la qualité du réglementaire. Mais maintenant, de plus en plus, on arrive avec des nouvelles compétences. Quentin fait partie de ces nouvelles compétences qui permettent justement de mélanger l'approche réglementaire avec une approche technique pour avoir quelque chose qui devient crédible et pour avoir un accompagnement, on va dire, un petit peu multimodal. Voilà. Parce que nous, on estime que ça sert à rien de traiter uniquement la partie technique ou uniquement la partie réglementaire. Il faut traiter les deux en même temps pour rassurer les uns, donner les bonnes métriques, les bons attendus aux autres. Parce qu'on voit aussi que quand les projets sur l'IA ils échouent, souvent ils échouent parce qu'il n'y a pas eu cette discussion-là, il n'y a pas eu il y a pas eu cette émulation nécessaire entre un data scientist ou un spécialiste de la construction de modèles et un attendu qualité, réglementaire, explicabilité. Voilà, donc faire un POC technique, c'est bien, mais le but à un moment, ça sera d'aller en production. Et pour aller en production, à un moment, il faudra se poser ces questions-là de maîtrise, de se mettre en face d'un cadre réglementaire. Et finalement, la vraie valeur de l'IA, elle n'apparaîtra que quand on aura maîtrisé cette dualité et ce duo, du coup, pour éviter de les opposer. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye, nous, de travailler le plus possible dans une démarche intégrée. Donc, une partie de notre offre, c'est, on va dire, une offre en avance de phase ou en amont. On va venir discuter avec vous et réfléchir ensemble à faire un diagnostic de vos usages, de vos process qui sont en place, essayer de venir cartographier les process qui sont répétitifs, irritants, qui demandent de manipuler beaucoup de données et d'essayer d'identifier faire un scoring, quels sont les cas d'usage qui présentent, on va dire, le meilleur scoring pour introduire de l'IA et de l'automatisation dedans. Et donc ensuite, on va faire une roadmap en disant, ben voilà, nous on partirait plutôt sur ce type de process, comment est-ce qu'on lance un POC, est-ce qu'on fait un démonstrateur, Euh, comment est-ce qu'on va mesurer les résultats attendus et les ROI de ces activités-là. Donc ça, c'est une offre un petit peu en amont. Après, on a des offres pardon, qui vont être un petit peu plus en aval. Donc, c'est l'offre numéro 2, où là, on va plutôt venir. Vous voulez bien changer la slide, s'il vous plaît? Voilà. Donc là, on va plutôt venir faire ce que je disais tout à l'heure. Donc, vraiment un accompagnement technico-réglementaire en phase de POC
hein, donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, un POC, finalement, il a toutes les chances de soit de servir à rien, soit de mourir un peu de sa belle mort s'il n'a pas été structuré avant, à la fois d'un point de vue technique et réglementaire. Donc l'idée, hein, c'est qu'on va venir structurer l'approche, déterminer les enjeux de la validation et réfléchir aussi au passage à l'échelle et au passage à la mise en production. Comment on va mettre ça en production? Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme éléments de monitoring lors de la mise en production, etc. Là, ça s'adresse évidemment plutôt aux équipes qui ont déjà décidé des POC. Voilà. Et donc voilà, donc là on va reprendre l'approche technique et réglementaire dont on parlait tout à l'heure. On va formaliser l'intended use, on va identifier les risques, on va faire un assessment spécifique à l'IA et on va définir aussi une stratégie de validation, sachant que une partie du discours d'aujourd'hui, c'est de dire que de toute manière, la stratégie de validation dépend fortement des choix qui vont être faits, donc de l'intended use, et donc même peut-être ces choix-là vont aussi impacter la manière dont on va techniquement monter l'IA, avec quel type de données, quel contrôle on met sur les données, quels tests, quelles métriques, quels critères d'acceptation, etc. Et là, on accompagne en phase de POC jusqu'à la mise en production. Et, et notre troisième offre, là, c'est un peu l'échelle où on est déjà dans une phase où on part sur la mise en production. Et là, ce qu'on va essayer de regarder, en plus, ça va être comment, euh, comment on gère ce passage entre le POC et la mise en production. Donc, encore une fois, toute la partie validation, l'intended use, les analyses de risque, la validation, la gouvernance du modèle et surtout comment on va gérer tout ce qui va être monitoring en phase de prod, comment on va gérer aussi toute la partie des évolutions des modèles, parce que les modèles, ils vont par nature, on va chercher aussi à les faire évoluer plus vite. Donc, ça veut dire aussi de repasser par des phases de validation. Donc, ça veut dire aussi être en capacité de faire, on va dire, des validations un petit peu plus souvent, sous contrôle, avec le bon monitoring, pour avoir un projet à la fois réglementaire et industriel qui soit robuste et qui reste en permanence conforme. Ça va être de la suivi de performance, de la gestion de version, du change control, des choses qu'on a beaucoup fait par ailleurs avec nos clients sur le développement logiciel, le DevOps, l'agilité, etc., et qui vont se réappliquer, qu'on va retrouver encore euh, dans les modèles d'intelligence artificielle. Et sur ce, je crois que nous en avons fini. On a réussi à rester sur 1 heure, c'était parfait. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire, de toutes les questions qui ont été posées, des réponses que vous avez apportées aussi au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez qu'on vous donne la parole, on peut le faire aussi. Et on vous donne rendez-vous pour d'autres webinaires ADN. Je crois que le prochain sera un webinaire sur les spécifications, les URS, c'est ça, Philippe? Qui sera fait par Aurélie? C'est ça, Peut-être je m'avance un peu. Non, c'est pas. le 9 avril. Voilà. Mais entre-temps, je crois qu'il y a une question de Christelle. Du coup, alors la question c'est ADN interviendrait pour le Je vais peut-être lui Enfin, c'est une donner question. la laisser s'exprimer, lui ouvrir le micro et Bah puis ouais. qu'elle précise peut-être ça, hein. Alors, j'essaye de trouver Christelle. Oui, je vais vous ouvrir le micro. Hello Mike. C'est bon. Christelle, vous pouvez parler, je pense. Ah, on vous entend pas encore, Christelle. Votre micro est peut-être coupé. Bon, alors je pose la question et puis comme ça, si vous voulez vous exprimer après. La question Hmm. est, est-ce que ADN interviendrait pour le développement de logiciels déjà existants afin de faire évoluer ce logiciel au quotidien?
Est-ce que tu veux répondre, Philippe, ou tu veux Non, répondre non, je te moi? laisse répondre. Hum, hum. Bon, c'est un petit peu... oui, alors la réponse évidemment est oui. Bah, évidemment, tout dépend de vos besoins. Ce qu'on voit de toute manière, hein, c'est que ces modèles... Enfin, non, je veux dire ça autrement. L'utilisation de l'IA, souvent, c'est quand même pas quelque chose de statique. Ces objets-là sont quand même, par nature, sont quand même beaucoup moins statiques que le développement logiciel, on va dire, classique. D'abord parce que les technologies, elles évoluent extrêmement vite et qu'on voit que l'apparition d'une nouvelle technologie quand même peut apporter des gains substantiels. Donc naturellement, on va avoir tendance à essayer de voir si quelque chose de nouveau peut être intégré pour améliorer les performances. Et puis aussi parce que par nature, à partir du moment où vous êtes enfin, on va dire une entreprise en capacité d'utiliser de l'IA, ça veut dire par nature qu'elle a en amont mis en place un système de récupération, de vérification, de consolidation de données. Et par nature, ben, les données, du coup, il y en a des nouvelles qui arrivent, soit sur les mêmes process, soit sur des process changeants. Donc, c'est par nature aussi des nouvelles données qu'on va avoir envie d'intégrer avec le souhait que avec ces nouvelles données, nos IA aient une performance, quelle que soit la définition qu'on donne de performance, meilleure. Et donc, par nature, ces systèmes-là sont assez dynamiques. Donc, il faut maîtriser la dynamique hein, par rapport à ce qu'on a dit sur la validation. Mais évidemment, nous, on interviendra aussi dans les cas où on a déjà un noyau constitué qu'on va vouloir faire évoluer parce qu'on attend des gains de productivité ou des gains de performance. Et la gestion d'un point de vue technique et réglementaire et qualité de ces systèmes, de cette mécanique-là, c'est aussi des choses qu'on fait chez ADN. Le plus simple, ça serait que vous nous contactiez ou vous preniez rendez-vous voilà, directement, puis on en parlera de vive voix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On reçoit des remerciements et on vous remercie en retour. Ok. N'hésitez Moi, pas à prendre rendez-vous ou contact. Hein. Bon, certains ont déjà mes coordonnées, hein, mais sinon on a créé une URL, enfin déjà le QR code, hein, et sinon book.adn.fr. Je pense que c'est un sujet qui est passionnant, qu'il faut, voilà, il faut s'y mettre. Hein. Euh, il y a des petits changements de paradigme, mais comme je pense, on a essayé de le mettre, il y a vraiment des gains opérationnels importants. Comme je l'ai mis dans le commentaire, en fait, dans le cycle de vie d'un système utilisant l'IA, le POC fait partie d'une étape, hein, et l'erreur à ne pas faire, c'est de faire un POC uniquement technico-technique. Hein. Il faut bien mettre en place, je dirais, toutes les parties prenantes, comme l'a expliqué Gaël, autour de ce POC et commencer déjà à identifier les risques. Hein, les risques liés à l'utilisation de l'IA, les risques liés aux données, etc., etc. Mais ça, il faut le faire en amont. Euh, J'anime comment dire, avec un collègue, un confrère, des webinaires sur le guide ISPE. Donc, si vous allez sur la page LinkedIn ISPE France, ben, vous verrez un petit peu les différents webinaires qu'on a fait. Et vous pourrez également vous inscrire au prochain, où on va parler de, si ma mémoire est bonne, de risques et de l'implication des fournisseurs. Voilà. Et puis, le webinaire du 9 avril avec Aurélie, qui va parler de l'importance des URS. Et elle, je ne suis pas sûr, mais enfin, elle vous parlera peut-être de notre offre URS augmentée, hein, qu'on met voilà, donc n'hésitez pas. Merci pour votre participation et bonne journée à tous. Et puis merci Quentin et Gaël.